perspective internationale d'un point de vue de la France à cet égard, parce que la problématique n'est pas uniquement québécoise, elle est internationale. Tous les pays sont un peu confrontés avec ces problématiques. Donc, c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui Adama Njag, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises de Tours en France. Il va nous présenter un séminaire sur la santé au travail des cadres de santé, une approche par les paradoxes, le cas de l'hôpital Bretonneau. Hôpital que j'ai déjà visité d'ailleurs il y a environ 2 ans, dans lequel j'avais fait de l'observation sur la qualité de vie au travail. Et effectivement, c'est un hôpital qui a des modes de gestion intéressants qui permet, je pense, de venir un peu à contre-courant des modes de gestion traditionnels dans les hôpitaux qu'on peut observer ici au Québec. Donc, le plan de match aujourd'hui est simple. D'abord, notre conférencier va prendre la parole. Nous aurons par la suite une période de questions. Vous serez invité à lever virtuellement la main pour poser vos questions directement au conférencier, donc avec micro et caméra, ou encore à poser vos questions par écrit via la boîte de chat et l'animatrice pourra l'adresser au conférencier. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne conférence. Au revoir. Merci, Enver, de me donner la parole. Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le pôle santé HEC Montréal quand même de m'avoir donné l'opportunité d'exposer mes travaux de recherche et je suis heureux de vous présenter ce travail aujourd'hui qui porte sur la santé au travail des cadres de santé. Donc, une lecture par le prisme du travail réel et des paradoxes avec le cas du CHU de Tours. Donc, il est consacré en particulier au CHU de Tours. Notre recherche se focalise sur les cadres de santé. Parce que quand on regarde la définition de la fonction publique hospitalière, on voit que quand on est un cadre de santé, on a comme mission la responsabilité de la gestion d'une unité et l'organisation aussi de la prise en charge des patients. D'un point de vue théorique et empirique, il existe quand même un intérêt qui est visible, qui est patent pour les cadres de santé. Et quand on regarde les recherches, on voit que la plupart d'entre elles se sont intéressées à de multiples problématiques susceptibles de les animer. Et parmi celles-ci, les travaux portant explicitement sur la fécondité d'une approche paradoxale restent largement minoritaires. La revue de littérature consacrée au cadre de santé montre que les recherches ont jusqu'alors cherché à décrire et à caractériser, par exemple, des situations de stress, des tensions de rôle, qui traduisent parfois de manière trop stylisée, statique, les réalités empiriques, alors que les paradoxes sont par essence dynamiques et soumis à une coévolution entre le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau organisationnel. De fait, la santé au travail des cadres de santé apparaît dans ce sens comme un concept dynamique que nous avons tenté d'appréhender à travers le prisme du travail réel et des paradoxes. La problématique de ce travail s'attache donc à comprendre en quoi la capacité des cadres de santé à réguler les paradoxes inhérents à leur activité est-il un élément structurant de leur santé. Pour répondre à cette problématique, nous avons formulé 3 questions de recherche et ces questions de recherche vont nous guider pour la restitution des résultats issus du travail empirique. La première question de recherche cherche à comprendre la nature des paradoxes génériques dans le travail réel des cadres de santé. La deuxième question de recherche s'attache à saisir les stratégies de gestion de ces paradoxes. Et enfin, la troisième question de recherche vise à identifier et à appréhender de quelle manière les cadres de santé font sens aux paradoxes afin
de préserver leur santé au travail. Et pour répondre à cette problématique et aux 3 questions de recherche, nous avons consulté un cadre conceptuel à partir de la littérature consacrée à la santé au travail et au travail réel, et en même temps aussi au paradoxe. Ce modèle conceptuel va constituer le prisme à travers lequel nous avons appréhendé nos données issues du terrain et se compose de 2 blocs. Donc, le premier bloc qui porte sur la santé au travail et le travail réel, et le second bloc qui porte sur l'approche par les paradoxes. Commençons par le premier bloc portant sur la santé au travail et le travail réel. Tout d'abord, le travail se déploierait toujours dans 3 mondes. On a ce qu'on appelle le monde objectif, subjectif et social, d'où l'existence de 3 rationalités différentes. Ensuite, l'exercice même de ce travail fait appel à 2 formes de jugement. Le premier jugement est formulé par la hiérarchie, c'est ce qu'on appelle le jugement d'utilité. Et le second jugement porte sur la qualité du travail, c'est-à-dire la conformité du travail, ce qu'on appelle le jugement de beauté. Ces 2 éléments précités montrent le lien visible entre le travail réel et la santé au travail. De fait, la solution reposerait sur ce qu'on appelle le professionnalisme délibéré ou éventuellement la dispute professionnelle, ce qui permettrait de produire des accords autour du travail bien fait, de reconstruire le pouvoir d'agir, mais aussi en même temps essayer de définir des répertoires de réponses acceptables. Le second bloc porte sur l'approche paradoxale. Les organisations sont en permanence exposées à des tensions contradictoires qui peuvent être qualifiées de paradoxes. Et c'est quoi un paradoxe? Les paradoxes, ce sont des contradictions durables, voire permanentes, entre des éléments qui apparemment s'excluent l'un l'autre, mais qui coexistent malgré tout. Et au niveau de la littérature, nous pouvons mettre en évidence 3 types de paradoxes. Ce qu'on appelle le paradoxe identitaire, qui se situe au niveau méso, c'est-à-dire celui des groupes professionnels et des divisions. Nous avons le paradoxe de la pratique, qui opère à un niveau micro, où les acteurs s'efforcent d'articuler leur rôle et les buts contradictoires de l'organisation. Et enfin, nous avons le paradoxe de l'organisant, qui opère à un niveau macro, celui des structures et des procédures. Et pour faire face à ces paradoxes, nous relevons 3 stratégies. Il y a l'ajustement, c'est-à-dire reconnaître la légitimité du paradoxe. Nous avons la confrontation, c'est-à-dire l'objectif c'est de promouvoir le débat. Et nous avons la transcendance, où l'idée c'est de recadrer le paradoxe. Notre recherche qualitative est fondée sur une étude de cas unique, c'est-à-dire le cas du CHU de Tours. Il s'agit du premier employeur de la région Centre. Le CHU de Tours remplit 3 fonctions. Nous avons le soin, la recherche et l'enseignement. Il est organisé autour de 15 pôles cliniques et médico-techniques. Et ces pôles regroupent 64 services et peuvent comprendre plusieurs unités. Nous avons choisi la méthodologie qualitative car nous cherchons des significations et on a envie aussi de comprendre certains processus. De fait, nous avons choisi le CHU de Tours par sa capacité à apporter des enseignements riches et des éclairages à notre questionnement portant sur la santé au travail des cadres de santé. Pour ce faire, les données ont été collectées au total sur une période de 20 mois, correspondant à 3 phases distinctes. Une phase exploratoire, une phase intensive et une phase de validation.
Pour collecter ces données, nous avons mobilisé plusieurs méthodes de collecte. Le recueil des données primaires s'appuie principalement sur des récits de pratique. Au total, nous avons mobilisé 60 récits de pratique qui ont été réalisés auprès de cadres de santé des 5 sites du CHU de Tours, Bretonneau, Clocheville, Trousseau, Pôle Hermitage et clinique psychiatrique universitaire. Ces données ont été en même temps complétées par des observations non participantes et le recueil de documents internes et externes tels que le livret d'accueil, le projet de service, par exemple. L'ensemble de ces données collectées ont été analysées grâce à l'utilisation du logiciel NVivo qui permet une analyse thématique de contenu. Le tableau ci présent présente les données collectées. Donc, comme vous pouvez le voir, pour chaque phase de notre étude exploratoire, intensive et de validation, nous avons mis en évidence pour le site concerné, que ce soit Bretonneau, Clocheville, Trousseau, Hermitage, clinique psychiatrique universitaire, le nombre de récits de pratique mobilisés, le type d'observation non participante et la nature des documents recueillis. Nous en venons maintenant à vous présenter les principaux résultats. Pour qu'il y ait plus de cohérence, nous revenons plus particulièrement sur les 3 questions qui ont guidé ce travail. Donc, si vous vous rappelez, la première question portait sur la nature des paradoxes génériques dans le travail réel des cadres de santé. Donc, de fait, nous mettons en évidence les résultats de premier ordre qui mettent en exergue les 3 types de paradoxes. Comme vous pouvez le voir, sur chaque type de paradoxe, on a mis en évidence, partant du travail réel, on a mis en évidence le type de paradoxe et en même temps, on a ajouté des verbatims pour vous donner plus d'indications. Donc, les résultats de premier ordre mettent en évidence ces 3 types de paradoxes et nous rappelons que ces 3 types de paradoxes, que ce soit identitaire, de la pratique et organisationnel, générique dans le travail réel des cadres de santé. La deuxième question de recherche portait sur les stratégies de gestion de ces paradoxes. Et au niveau de nos résultats, nous avons remarqué que les cadres de santé, avant de mettre en place une stratégie quelconque pour essayer de faire face à ce type de paradoxe générique de leur travail réel, ils avaient tendance à mettre en évidence des modes défensifs. Et en termes de modes défensifs, nous avons 3 types de modes défensifs. Nous avons le cloisonnement, où là, chaque pôle constitutif de la tension est isolé l'un de l'autre et fait l'objet d'un traitement ad hoc. Nous avons le dilemme, où des fois, la résolution même de ce paradoxe issu du travail générique, issu du travail réel, va faire de telle sorte que les gens auront tendance à se focaliser exclusivement sur un pôle au détriment de l'autre, mais ça ne va pas exclure le paradoxe parce que le paradoxe sera toujours là. Et enfin, la domination, où les parties prenantes vont essayer de supporter chaque pôle de la tension, essayer de s'engager activement dans une confrontation afin de faire valoir leur point de vue. Et la troisième question de recherche renvoie à la façon dont les cadres de santé font sens et gèrent ces paradoxes dans l'optique de préserver leur santé au travail. Nos résultats montrent que les cadres de santé ne témoignent pas de la même capacité à prendre en charge ces paradoxes et que leur aptitude à les réguler sans chercher à les ignorer ni à les supprimer est une dimension structurante de leur santé au travail. Donc là, nous avons l'ajustement, c'est-à-dire en reconnaissant la légitimité du paradoxe, le cadre de santé va mettre en évidence ce qu'on appelle l'ambidextrie. La confrontation où les cadres de santé se disent, au lieu de tomber dans une sorte de dilemme, on va essayer de promouvoir un débat pour retrouver du sens avec le jugement d'utilité et le jugement de beauté. Et enfin, la transcendance, où l'idée c'est de recadrer le paradoxe en utilisant la dispute professionnelle.
ce qu'on peut appeler aussi les espaces de discussion. Nous en venons maintenant à vous présenter notre contribution aux connaissances. Le premier enseignement montre que la gestion des paradoxes mobilise le plus souvent des réponses défensives. Et là, nous l'avons vu que les cadres de santé ont tendance à activer des routines défensives dans l'optique d'apparaître rationnel ou pour essayer de réduire ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et malheureusement, ça se traduit par une stratégie d'évitement. Le deuxième enseignement montre que les lieux d'un échange régulier et outillé mettent en visibilité les difficultés et contradictions du travail, apparaissent ainsi comme des ingrédients servant de point d'appui à l'action collective. Le troisième enseignement met en évidence en fait que toute gestion isolée et cloisonnée de quelconque paradoxe risque de faire émerger d'autres dans la mesure où les paradoxes sont liés dans le temps et dans l'espace. Dès lors, je pense qu'il serait plus judicieux de regarder comment les paradoxes seraient susceptibles d'agir les uns sur les autres dans le temps, ce qu'on appelle une forme de coévolution des paradoxes, ou dans l'espace, et s'il est possible de les manager conjointement. Parce que nous le voyons, un paradoxe organisationnel risque d'avoir des répercussions sur le métier même du cadre de santé, et en même temps, ça risque de rejaillir sur l'identité du cadre de santé. D'où la proposition d'essayer de réfléchir sur une méthodologie permettant de prendre en considération cette coévolution des paradoxes. Concernant les apports managériaux, notre étude permet au cadre de santé de saisir la nature des différentes contradictions et de choisir une gestion adaptée de ces paradoxes. Donc, il convient de dépasser la seule qualification de paradoxe organisationnel afin d'envisager des voies de régulation. La deuxième implication managériale, les cadres de santé sont pleinement conscients de la nécessité de trouver des leviers de régulation de ces paradoxes et les limites d'une gestion par le dilemme. Et malgré ces difficultés, nous avons remarqué qu'ils perçoivent le chemin pour s'en sortir en favorisant des fois une forme d'ambidextrie de réseau. Il y a une forme d'ambidextrie de réseau, c'est quoi? C'est-à-dire essayer de chercher des ressources, essayer de puiser dans ses compétences ou de bénéficier de conseils en dehors du CHU. On peut avoir aussi une forme d'ambidextrie organisationnelle où l'idée c'est de partir sur une différenciation des unités organisationnelles où chaque personne va prendre en charge de façon privilégiée le pôle de l'attention à l'œuvre. On peut avoir aussi une forme d'ambidextrie contextuelle, c'est-à-dire on va essayer de jouer sur la variété et en même temps la complémentarité des profils qui sont en interne. Il conserve malgré l'adversité de la situation de l'entreprise une capacité aussi pour relativiser, une capacité de retour sur soi, de prise de recul, tout en essayant de préserver leur santé au travail. La troisième implication managériale nous amène sur tout ce qui porte sur les processus de sense-making et de sense-giving, qui ont un rôle essentiel à jouer. Ainsi, je pense qu'il serait judicieux que le sense-giving permet de relier la sphère de l'individu, du cadre, à l'organisation, et de la même manière, le sense-making, quant à lui, va permettre de relier la sphère de la standardisation avec la sphère de l'autonomie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je reste à disposition pour échanger avec chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Adama. C'était hyper pertinent. Je suis certain qu'il y a beaucoup de questions qui vont en ressortir. Donc, comme Denis vous expliquait un peu plus tôt lors de la présentation, c'est très simple. Soit vous écrivez vos questions dans le chat directement et mes collègues s'assureront qu'on puisse les poser directement. Vous pouvez également prendre la parole en levant la petite main virtuelle, juste à faire signe, on pourra vous donner
la parole, donc en ouvrant votre micro et votre caméra si vous êtes à l'aise, bien sûr. Donc, c'est le temps, posez vos questions. Adama est avec nous encore jusqu'à 13h15. Donc, merci beaucoup encore, Adama. Donc, posez vos questions, n'hésitez pas. Prenez le temps aussi de cogiter un peu. Donc, on est là, ne soyez pas trop pressés. Attends. Ouais. Bonjour, j'aurais une question pour Monsieur Ndiaye. Désolé, hein, je n'ai pas trouvé la petite main, je suis pas très habitué à Zoom. Pas encore. J'aurais une question pour vous. Merci d'abord pour cette super présentation de haut niveau. Honnêtement, c'est très inspirant et ça donne envie d'en savoir beaucoup plus. Une question que j'aurais pour vous, c'était par rapport à vos conclusions. La première notamment, le fait que la gestion des paradoxes mobilise souvent des réactions défensives. Je me demandais si, dans le cadre de votre étude, vous aviez eu la chance d'explorer un petit peu plus la source de ces réactions-là. J'entends par là, est-ce que vous aviez eu la chance d'explorer les composantes culturelles, organisationnelles, individuelles de ces réactions culturelles? Je fais référence à une culture peut-être au-delà de la culture du CHU de Tours, peut-être une culture nationale très tournée vers l'excellence et la performance individuelle. Peut-être des facteurs organisationnels. Est-ce que le CHU de Tours contribuait par sa culture d'entreprise, d'organisation à ce genre de réaction? Ou individuelle, j'entends par là une remise en question entre guillemets de l'individu dans son rôle de gestionnaire et dans sa position de gestionnaire par rapport à ses valeurs propres, comme j'ai cru le voir dans certains témoignages. Justement, la slide là est fort à propos. Voilà, c'était ça ma question. Merci par rapport à votre retour et par rapport aussi à votre question. C'est vrai que quand on regarde un peu au niveau de la littérature, on se dit que voilà, on arrive à mettre en exergue les typologies de paradoxes, on arrive aussi à mettre aussi en évidence les stratégies pour gérer ces paradoxes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les cadres de santé, chaque fois qu'ils sont exposés à des paradoxes, au lieu de commencer déjà à réfléchir éventuellement sur des stratégies pour essayer de gérer ces paradoxes, la plupart du temps, ils mettent en évidence que des modes défensifs. C'est-à-dire que voilà, ils réagissent naturellement, que ce soit se dire, bah, par exemple, un cadre de santé, il y en a un qui me disait, par exemple, voilà, moi, je ne suis pas là pour faire du reporting. Voilà, je suis là pour soigner. Donc, j'ai l'impression que je passe mon temps à faire que du reporting, à faire des activités d'ordre managérial. Donc, ce cadre de santé, au lieu tout de suite de réfléchir sur une stratégie pérenne pour arriver à résoudre ce paradoxe identitaire, parce que là, mine de rien, tout ce qui touche l'organisation, on a l'impression qu'à un certain moment, ça va bousculer la pratique de l'aide-soignant, du cadre de santé. En même temps, ça risque de rejaillir et voire même de toucher l'identité intrinsèque même du cadre de santé. Et là, lui, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en évidence un mode défensif qu'on appelle le cloisonnement. C'est-à-dire qu'il va essayer de se dire, voilà, par exemple, il y en a un qui m'a dit, la même personne qui m'a dit, mon havre de paix, c'est chaque fois quand je rentre en salle d'opération. Donc, pour lui, la meilleure manière d'évacuer ce paradoxe et ces contradictions qui relèvent même de son travail réel, c'est d'arriver à faire une activité de soins. Mais si la personne réagit de cette manière, on a toujours ce mode défensif parce que le paradoxe existera toujours. La personne est plutôt partie sur une sorte de cloisonnement en se disant je vais évacuer le pôle du paradoxe qui me gêne, c'est-à-dire le reporting, c'est-à-dire les activités d'ordre managérial, et là je vais essayer de me focaliser sur le soin. Mais dès le lendemain,
on voit qu'il va continuer à se plaindre. C'est pour cela que je me suis dit, bah, on ne peut pas juste se focaliser que sur les cloisonnements. Il faut aller au-delà même de ces modes défensifs et essayer de se dire, ben, en fin de compte, pourquoi fuir les paradoxes? Parce que mine de rien, il n'y a pas que les cadres de santé. Nous tous, on est exposés tous les jours à des paradoxes, que ce soit dans nos organisations respectives. Et on passe toujours notre temps à fuir ces paradoxes. Et là, la problématique de ce travail, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de fuir les paradoxes, pourquoi ne pas s'appuyer sur une fécondité de cette approche même paradoxale pour arriver à faire sens avec ces paradoxes et arriver, mine de rien, à construire, à bonifier voilà, notre santé au travail. C'est pour cela que j'ai essayé de mettre en évidence les 3 phases et de montrer aussi qu'on ne peut pas traiter les paradoxes de manière figée, de manière esthétique. Ce sont des choses qui sont évolutives dans le temps, qui sont perméables, qui bougent. C'est pour cela qu'à un certain moment, je commençais à me poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas partir, par exemple, sur une coévolution? Parce que j'ai vu que on parle du New Public Management avec toutes les implications qui fait que maintenant, dans le secteur hospitalier, c'est hyper compliqué. Bah, ça rejaillit sur les cadres de santé et ça touche à leur identité propre. Bah, on le voit maintenant, il y a beaucoup de cadres de santé ou beaucoup d'infirmiers qui ont envie d'aller faire un autre travail. Et pour finir, bah, le master dont je m'occupe à Tours, qui porte sur la santé et la qualité du travail, bah, quand ils ne viennent pas pour s'enrichir par rapport à leur activité de soins, mais la seule chose qui les amène, c'est qu'ils sont confrontés à pas mal de management. Et ils me disent, voilà, je suis là pour être outillé, je suis là pour essayer de comprendre, pour gérer des équipes et ne pas tomber tout le temps dans des routines organisationnelles. Merci, Adama. Donc, je vais passer, on a quelques questions déjà dans le chat et j'y vais. J'espère que je ne vais pas trop maganer votre nom. Nectaria Nicolakis qui demande, avez-vous fait des analyses selon le sexe, l'ancienneté, le titre d'emploi, etc.? Est-ce qu'il y a des constats différents qui en sont ressortis? Malheureusement, je n'ai pas pu parce que vous avez vu, si je reviens un peu au niveau de la méthodologie, je suis parti sur une étude longitudinale qui prend énormément de temps. Et heureusement, j'ai eu une facilité pour accéder au terrain par l'intermédiaire du master dont je m'occupe, où il y a beaucoup de cadres de santé, où il y a beaucoup d'infirmiers qui ont eu l'amabilité voilà, de m'introduire. Mais moi, dès le début, en fait, je n'ai pas essayé de m'interroger après au sexe ou à certaines catégories. J'étais parti sur une idée toute simple en me disant, quand on est un cadre de santé, c'est quoi notre travail? Et je regarde la définition de la fonction publique hospitalière, je me dis, ah, là, il y a un souci, ça veut dire qu'il y a des contradictions. Et quand j'ai regardé la littérature portant sur la santé au travail, je me suis dit, là, je vais essayer pour une fois de déplacer un peu le curseur, parce qu'on voit que par rapport à la santé au travail, j'invente rien, il y a énormément de travaux, il y a énormément d'écrits, et je ne voulais pas du tout revenir tout le temps sur les mêmes travaux. C'est pour cela que là, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas partir du travail réel, essayer de creuser ce travail réel, essayer de voir les paradoxes génériques de ce travail réel et de se dire à la fin comment on peut arriver à solutionner ces paradoxes pour arriver à faire sens à notre santé au travail. Peut-être pour plus tard, parce que c'est une première étude et je pense que voilà, il serait judicieux pour les prochaines études d'essayer de prendre en considération vos suggestions. Merci. Adama, j'ai 2 questions pour toi, puis je vais les poser en même temps. On me dit à l'oreille qu'il y a une pertinence. De Francis Etheridge, est-ce que vous considérez que les paradoxes vécus par les cadres sont fortement particularisés par le niveau hiérarchique auquel ils œuvrent ou sont-ils de même nature d'un niveau à un autre? Et de Nathalie Farley, donc je vous disais, il y a un lien peut-être à faire. À quel niveau hiérarchique sont les cadres de santé? Cadre de proximité, est-ce que selon vous, ceci pourrait s'appliquer au cadre intermédiaire entre le cadre de proximité et la haute gestion? Je pense que je peux apporter une réponse conjointe par rapport à ces deux questions. Dès le début, en fait, je n'ai pas trop voulu me compliquer en fait la tâche. C'est pour cela que dès le début, je me suis dit, je vais faire abstraction du niveau. Je suis parti juste en fait de c'est quoi un cadre de santé. Donc, je me suis juste focalisé sur le cadre de santé. C'est pour cela que dès le début de ma présentation, j'ai mis en évidence la définition qui est issue de la fonction publique hospitalière où on nous dit que voilà, quand on est un cadre de santé,
on a deux missions. La première, c'est quoi? C'est la responsabilité d'une gestion d'une unité et l'organisation de la prise en charge des patients. C'est vrai qu'à un certain moment, on peut s'amuser en se disant, bah, est-ce qu'un cadre de santé, c'est un manager de proximité ou est-ce que c'est un cadre ou quel est le niveau qu'on peut donner à ces cadres de santé? Mais pour éviter, par exemple, voilà, de procéder en termes de niveau, dès le début, je me suis dit, bah, toute personne exerçant une fonction de cadre et qui rentre dans la définition de la fonction publique hospitalière en respectant ces deux missions, je peux le considérer comme un cadre de santé. Mais je suis tout Monsieur à fait Diaye, d'accord. je m'excuse de vous interrompre, parce que j'essaie de faire le lien avec le Québec. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me situer dans votre définition de cadre de santé versus ce qui se passe au Québec. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir une précision. Ah, d'accord. D'accord, je vois bien. C'est pour cela que dès le début, en fait, moi, je suis parti, par exemple, de la fonction. Par exemple, habituellement, ici, c'est la personne qui est à mi-chemin entre le médecin et le reste, par exemple, de l'équipe, qui joue cette fonction, entre guillemets, de manager de proximité, si je peux bien m'expliquer. C'est pour cela que dès le début, je me suis dit, bah, est-ce qu'à un certain moment, je vais catégoriser, c'est-à-dire essayer de me dire à l'intérieur même de la typologie de cadre de santé, est-ce qu'il y a différents niveaux? Après, je me suis dit, ça risque d'alourdir quand même le travail parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, quand on est sur une étude longitudinale, c'est chronophage, ça prend énormément de temps. Donc, je me suis dit, bah, je prends en compte la définition de la fonction publique hospitalière en me disant que voilà, toute personne qui est à mi-chemin entre les médecins et le reste des salariés et qui remplit le rôle d'un cadre de santé selon la définition de la fonction publique hospitalière, je vais partir sur cette personne. Et après, j'ai catégorisé en fonction, voilà, en fonction de ces types de personnes et en me disant sur chaque unité, je vais essayer d'interroger plusieurs cadres de santé pour avoir une vision plus représentative. Adama, pour peut-être préciser aussi, puis je pense que ça va faire un peu de push sur ce que Nathalie avait comme question, est-ce que les cadres de santé sont seulement de profession infirmière? Est-ce qu'il y a des médecins? Peut-être de préciser un peu la nature du cadre, s'il te plaît. Bah, ils peuvent exercer plusieurs fonctions. Bah, la première fonction, c'est que tout cadre de santé doit gérer une unité. En même temps, on a l'impression que si on sort un peu du secteur hospitalier, le cadre de santé peut être lié par rapport au manager de proximité. Quand on prend aussi une entreprise quelconque, quand on est un manager de proximité, on voit que voilà, on remplit énormément de rôles, que ce soit gérer des équipes, que ce soit jouer le rôle de traducteur s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour essayer de bien expliquer ça aux salariés. Donc là, si on prend un cadre de santé, ça peut être par exemple un médecin, ça peut être... donc c'est toute personne ayant des compétences en lien avec le soin. C'est toute personne aussi qui est chargée voilà, de gérer une unité et en même temps aussi de veiller sur l'organisation de la prise en charge, par exemple, des patients. Nathalie, je pense que tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Oui, en fait, je m'excuse. Je me demandais si vos cadres de santé en France sont syndiqués ou sont non syndiqués. Tout à fait, sont syndiqués. Donc, Merci. ça me permet de faire un parallèle avec nous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, Adama. Merci. Félicitations en passant pour votre superbe présentation, c'est très aidant. Merci, Nathalie, pour les bons mots. Question de Marilyn Vivion. Vous dites la plupart du temps en mode défensif, mais avez-vous eu des gestionnaires qui ont fait face au paradoxe sur un autre mode? Avez-vous des gestionnaires qui gèrent très bien les paradoxes? Là, c'est vrai que je vais revenir sur la présentation des résultats. Là, c'est vrai que je me suis intéressé au secteur hospitalier. Mais moi, en fait, mes terrains de recherche de prédilection sont le secteur social, le secteur du médico-social et le secteur sanitaire. Et là, par exemple, il y a quelque temps, j'ai fait une publication dans la revue de gestion des ressources humaines où je m'interrogeais, par exemple, au paradoxe de la professionnalisation. Et là, j'ai mis en exergue, par exemple, une association d'aide à domicile. Et pour revenir à la question, forcément, dans les entreprises, c'est ce que je disais tout à l'heure, les paradoxes sont là, en fait.
Et quand on est un manager ou quand on est même un salarié lambda, on est tout le temps exposé à des paradoxes. Et ce qu'on remarque habituellement, c'est que la plupart du temps, avant de mettre en évidence une quelconque stratégie, on a toujours tendance à promouvoir, entre guillemets, ces modes défensifs. Et le problème, c'est que ces modes défensifs ne vont jamais résoudre le paradoxe. Peut-être on va essayer, entre guillemets, de trouver une sorte de compromis, mais on sait pertinemment que le compromis ne dure pas. Donc, pour partir sur une solution plus intégrative, peut-être c'est mieux de réfléchir, par exemple, sur cette stratégie. Mais tout à fait, dans les entreprises, les managers sont confrontés à des paradoxes. Et après, tout dépend aussi des outils, tout dépend des dispositifs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mis en évidence l'ambidextrie. Il y a aussi des managers qui utilisent l'ambidextrie, qui vont essayer de vivre avec le paradoxe, qui reconnaissent la légitimité du paradoxe, qui se disent, bah, c'est tout à fait normal qu'on soit confronté à des contradictions permanentes. Et au lieu de fuir ces contradictions, bah, je vais essayer de développer ce qu'on appelle l'ambidextrie. C'est-à-dire que voilà, je vais faire avec le paradoxe, mais ça ne va pas m'empêcher d'arriver à faire correctement mon travail. Ou sinon, des fois, exploiter ce qu'on appelle les espaces de discussion, ce que j'appelais ici aussi la dispute professionnelle, parce qu'on est dans un secteur où le travail d'équipe occupe une place extrêmement importante. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, ils ont des dispositifs qu'ils n'arrivent pas à bien utiliser. Par exemple, ils ont un dispositif qui s'appelle l'analyse des pratiques. Mais la plupart du temps, chaque fois quand ils se retrouvent pour analyser leurs pratiques, ils passent leur temps à parler, par exemple, des difficultés rencontrées. Et la plupart du temps, ils omettent de parler du travail. Parce que vous voyez, tout ce que j'ai présenté du début jusqu'à la fin, c'est quoi là où le bas blesse, ce qui pose réellement problème, c'est le travail. Tout part du travail. Et la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, par exemple, au niveau des cadres de santé, je leur ai dit, mais pourquoi quand vous avez des analyses pratiques, vous n'en profitez pas pour mettre en évidence les contradictions ayant un lien avec votre travail? Et ils me disent, bah, c'est dommageable parce qu'ils ont plus tendance à exploiter les espaces informels, la machine à café, la salle de pause, où ils en profitent pour essayer de trouver des solutions par rapport à leurs contradictions. Alors qu'ils peuvent carrément exploiter une analyse de pratique ou la transposer sous forme d'espace de discussion. Et je pense que ce serait plus pertinent. Merci beaucoup. On a une autre question justement de Nathalie Farley. Merci beaucoup pour tes interventions. Est-ce que l'ambidextrie mène à la résilience? Une excellente question. Je me dis, entre guillemets, on peut dire que c'est une... Parce que si je reprends un peu ma présentation, c'est une question pertinente parce que quand on regarde un peu la manière dont se manifeste l'ambidextrie, que ce soit de réseau, que ce soit contextuel, que ce soit organisationnel, on a l'impression que c'est le processus et ça peut être aussi en même temps un canevas pertinent pour basculer vers la résilience. Parce qu'on va essayer de plier, de plier, mais on ne va jamais tordre et on va essayer de faire face quand même à ce paradoxe. Et justement, l'ajustement, par exemple, il y a des cadres de santé qui me disent, bah, on n'a plus le choix. On sait que notre contexte est extrêmement compliqué. On ne peut plus omettre tout ce qui porte sur le New Public Management. La réalité est là, mais ça ne va pas nous empêcher d'oublier notre volonté, voilà, de toujours apporter le meilleur soin possible, d'essayer aussi de prendre en charge nos patients. Donc, pour revenir à la question, on peut dire que, voilà, l'ambidextrie constitue en fait l'ensemble des ingrédients permettant de peaufiner davantage notre résilience sous différentes facettes, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Merci. Prochaine question de Julie Savage-Fournier. Est-ce que les paradoxes se règlent au niveau individuel ou il y a des possibilités d'agir au niveau organisationnel et des processus pour favoriser une relation plus saine à ces paradoxes? C'est pour cela qu'à la fin de la présentation, je commençais à m'interroger par rapport à la coévolution. Parce qu'au début, je voulais juste faire des entretiens semi-directifs.
et ne pas partir sur une étude longitudinale. Et après, à un certain moment, je me suis dit, mais peut-être ce serait plus intéressant de partir sur une étude longitudinale en mettant en évidence la dimension processuelle. Et là, par exemple, au niveau des résultats, on voit carrément qu'il y a une certaine coévolution, c'est-à-dire que le paradoxe organisationnel, si à un moment donné, on n'agit pas, si on ne fait rien, à un moment donné, ça risque de rejaillir sur l'identité même du cadre de santé. Donc, il y a une certaine coévolution entre les paradoxes. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a ce paradoxe organisationnel qui risque de bousculer notre pratique au quotidien, c'est-à-dire le paradoxe de la pratique, et aussi en même temps le paradoxe identitaire. Donc, il y a une certaine connexion quand même, mine de rien, entre les trois typologies de paradoxes. Prochaine question de Karine Tellier. Les réunions proposées par le professeur Philippe Colomba, qui a fait une présentation au HEC dans le service de cancérologie, ne sont pas mises en place dans les autres services pour la résolution? Je sais que le professeur Colomba, que je connais bien, il y a quelque chose qui l'anime et qui constitue en même temps son engagement au quotidien, c'est tout ce qui porte sur le management participatif. Donc, il aime le management participatif, mais aussi en même temps ses réunions. C'est pour cela que tout à l'heure, je disais, c'est dommageable que les cadres de santé n'exploitent pas ces réunions, parce qu'on a l'impression que les réunions, à un certain moment, peuvent être assimilées à une sorte de défouloir. On a l'impression qu'ils passent leur temps à parler d'autres choses, alors que ce qui pose réellement problème, c'est le travail. Et je me dis, c'est dommageable que ces réunions ne soient pas exploitées sous forme d'espace de discussion, ou ce que Yves Clos appelait éventuellement, par exemple, la dispute professionnelle. Et on sait que pour mettre en place des espaces de discussion, il y a quand même des éléments qu'il faut respecter, le fait que l'espace soit bien outillé, mais c'est pas juste ça qui manque. Et c'est dommageable parce que moi, ce que j'ai remarqué la plupart du temps, parce que c'est pour cela que, à côté des récits pratiques, j'ai fait aussi de l'observation non participante, où des fois, j'accompagne juste un cadre de santé pour essayer de voir la matinée d'un cadre de santé se résume à quoi, ou des fois, je demandais l'autorisation, est-ce qu'il y a la possibilité d'assister à une réunion d'équipe juste pour prendre des notes. Mais j'ai l'impression que c'était surtout une sorte de défouloir. Et je me dis, c'est dommageable. C'est dommageable parce qu'ils ont des dispositifs en interne et ils n'arrivent pas du tout à les exploiter. Et ces dispositifs en interne peuvent être quand même des éléments structurants pour arriver à faire face à ces paradoxes, d'où la dispute professionnelle ou éventuellement la méthode participative de Colomba ou les espaces de discussion. Merci. Prochaine question de Nectaria Nicolakis. Est-ce que votre concept de paradoxe englobe un ensemble de contraintes du travail organisationnel et psychosocial, surcharge, contraintes de temps, autonomie décisionnelle faible, demandes contradictoires, etc.? C'est vrai que quand on regarde, par exemple, la définition de paradoxe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce sont des contradictions. Donc, si je prends le paradoxe le plus connu, par exemple, le yin et le yang. Donc là, on a des contradictions qui sont durables, qui sont tout le temps permanentes, entre des éléments qui vont s'exclure, qui sont censés s'exclure naturellement, mais qui malheureusement coexistent. Et là, je vais aller plus loin, parce que quand on parle, quand on s'interroge au paradoxe, ce n'est pas un concept qui est issu des sciences de gestion. C'est un concept qui est issu de la médecine. C'est un concept qui est issu de la médecine et de la biologie. Parce qu'au début, au lieu de parler de paradoxe, on parlait des couples ago-antagonistes. Par exemple, si je prends exploitation, exploration. Par exemple, là, on a un couple ago-antagoniste qui peut être qualifié de paradoxal. Donc là, vous voyez, donc quand on a un paradoxe, donc on a tout le temps ces contradictions durables. Des fois, il y en a qui se disent ces contradictions, est-ce que ça ne va pas se présenter sous forme de tension? C'est pour cela que voilà, au niveau de la littérature, il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose qui est reconnu, c'est-à-dire au niveau de la définition de ces paradoxes, on met toujours en évidence ces couples qu'on appelle ago-antagonistes entre deux éléments qui sont contradictoires, qui sont censés s'exclure l'un et l'autre, mais qui malheureusement vont coexister entre temps.
C'est pour cela qu'on ne peut pas traiter un pôle du paradoxe et laisser l'autre ou partir dans le dilemme ou se dire je vais tout le temps partir sur cette confrontation. Ce que je parlais tout à l'heure par rapport au mode défensif. Merci. Il y a une question qui est en train de se formuler. Là, je vois que c'est en train de se taper, mais j'en profite pour dire que tous les séminaires sont disponibles sur notre plateforme YouTube Pôle Santé HEC Montréal, dont celui Colomba qui a été souligné il y a quelques minutes. Donc, il est accessible. Allez le voir si vous avez envie, que vous l'avez raté. Et celui d'aujourd'hui va être disponible également dans les prochains jours. Donc, si vous avez raté un bout au début, vous avez dû quitter, soyez rassurés, tout va être disponible sur YouTube et c'est là pour un bon bout. C'est gratuit, c'est facile d'accès. Donc, n'hésitez pas non plus à nous écrire si vous avez des questions. Donc, j'essaie de gagner un peu de temps, mais la question s'en vient, ça ne sera pas trop long. J'ai une question de Véronique Noël de Tilly. Identifier, nommer et échanger en équipe sur ces paradoxes permet sans doute de désamorcer les modes défensifs et arriver en équipe à trouver une façon de les négocier en centrant la discussion sur l'intérêt du patient. Ce processus permet alors de rassembler les différents acteurs autour de leur sens premier de leur travail, la qualité de soins aux patients. Est-ce que vous partagez ce point? Pouvez-vous répéter la question? Oui, s'il vous plaît. Je recommence et j'aurais dû vous avertir que il y avait une intro à la question. Identifier, nommer et échanger en équipe sur ces paradoxes permet sans doute de désamorcer les modes défensifs et arriver en équipe à trouver une façon de les négocier en centrant la discussion sur l'intérêt du patient. Ce processus permet alors de rassembler les différents acteurs autour de leur sens premier de leur travail, la qualité du soin aux patients. Est-ce que vous partagez ce point? Je partage carrément ce point parce qu'il y a quelque chose qui ressort toujours en fait des récits de pratique avec les cadres de santé, c'est la question du sens. Et je pense que si on sort même aujourd'hui de cette étude, de notre cadre d'étude et tout ce qu'on fait dans la vie, on a envie de retrouver du sens. On a envie aussi de donner du sens à notre vie. Si on arrive à donner du sens à notre vie, on a réussi. Et là, ce qui ressort tout le temps auprès des cadres de santé, c'est toujours cette question qui est liée au sens. Parce que là, ils voient qu'ils passent énormément de temps à faire autre chose au lieu de se focaliser sur le soin. Moi, je partage entièrement l'affirmation parce que je pense que voilà, la question du sens, ce n'est pas quelque chose qu'il faudra relativiser. Au contraire, c'est pour cela que à la fin de ma présentation, je m'interrogeais aussi en même temps sur cette dimension relative au sense-making et aussi au sense-giving. Parce que c'est vrai que voilà, les cadres de santé doivent arriver à trouver du sens par rapport à ce qu'ils font, il n'y a pas de souci, mais on ne faut pas aussi oublier tout ce qui va porter sur le sense-giving. Qu'est-ce que l'hôpital va mettre en place? Est-ce que aussi on est... Parce que si je parle des paradoxes organisationnels, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir toutes les velléités en se disant qu'on a envie de résoudre ces paradoxes. On a envie d'apporter du sens. On a envie de retrouver du sens sur ce qu'on fait. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose aussi qui est hyper important. Et il y a un cadre de santé qui m'en a parlé. C'est tout ce qui porte, par exemple, sur la maturité organisationnelle. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, on a l'impression qu'il y a toutes les velléités, mais on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire parce qu'on n'a pas du tout cette maturité organisationnelle. Et je pense que, et c'est ce qu'on voit maintenant, on parle beaucoup de santé au travail, on parle beaucoup de la qualité de vie au travail, mais je pense que la première question à se poser, au-delà même de la question du sens, est-ce qu'il y a une certaine maturité organisationnelle? Est-ce que l'organisation est prête? Est-ce que notre structure est prête? Est-ce que notre entreprise est prête pour mettre en place tel ou tel dispositif? Parce que si l'organisation n'est pas prête, n'est pas mature, ça ne sert à rien et on voit qu'à tout moment, les paradoxes vont régir. Donc, la question du sens me paraît hyper pertinente et je partage son point de vue. Merci. Deux questions en une, de Viet Nguyen et de Nathalie Farley. Justement, en revenant sur le sense-making et le sense-giving, c'est pour qui? Le gestionnaire, l'employé, le client, l'organisation? Est-ce plus complexe de faire du sens lorsque nous sommes en gestion matricielle? Bonne question par rapport au sense-making et le sense-giving. Donc là, le sense-making, je me situe au niveau de l'acteur, c'est-à-dire le cadre de santé. Est-ce que le cadre de santé arrivera à retrouver du sens sur son travail?
C'est pour cela que, dès le début, il m'a paru pertinent de partir du travail réel même des cadres de santé pour arriver à mettre en exergue les paradoxes auxquels ils sont confrontés. Donc ça, c'est le sense-making, l'individu. Et après le sense-giving, là, je vais me dire que ce serait pas mal que ce soit sense-giving, ça va être plus au niveau, par exemple, de l'équipe dirigeante, par exemple, parce que là, on est dans le secteur hospitalier, mais de tous les acteurs, par exemple, qui ont une fonction de dirigeance et qui peuvent aussi en même temps guider et qui peuvent aussi en même temps aider ces cadres de santé à faire de telle sorte à ce qu'ils arrivent à retrouver du sens dans le travail. Et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, comme on assiste à une forte instrumentation d'outils de gestion dans ce secteur, les cadres de santé ont du mal à retrouver du sens. Donc, il y a ces deux éléments. C'est pour cela que j'ai fini la présentation en disant que, voilà, que le sense-making et le sense-giving ont deux rôles à jouer. Donc, le sense-giving, peut-être, ça va permettre de faire le lien entre l'organisation ou la classe dirigeante et l'individu, alors que le sense-making, là, on est plus sur l'humain. J'ai juste envie de faire quelque chose. Parce qu'il n'y a pas pire, ce que me disait un cadre de santé, en me disant qu'il n'y a pas pire de se lever le matin et de ne pas avoir envie d'aller au travail. Parce qu'on sait ce qui nous attend. On sait qu'on n'arrivera jamais à trouver du sens sur ce qu'on va faire. Certes, on va faire notre travail, mais on ne va pas s'épanouir. Merci, Adama. Prochaine question de Michel Vizina, toujours dans le chat. Avez-vous analysé le paradoxe de prendre en compte la santé et le bien-être de sa personne et la nécessité de fonctionner en sous-effectif ou de diminuer le cas d'absentéisme? Et je pense que c'est personnel, c'est pas personne, mais personnel. Donc, de son personnel. Ça, je peux le mettre dans le paradoxe organisationnel. Parce que si on regarde un peu le paradoxe organisationnel, on a l'impression que les cadres de santé vont essayer de faire face à toutes les difficultés qui viennent de l'organisation et qui, à un certain moment, peuvent rejaillir, par exemple, sur leur identité et sur leur pratique. Moi, au début, quand je suis parti au niveau de la littérature, je me suis dit, je vais essayer de partir sur ces trois types de paradoxes et éventuellement essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres types de paradoxes qui peuvent rejaillir. Mais par rapport à votre question, moi, je le mettrais, par exemple, dans le paradoxe organisationnel. Parce que tous les dysfonctionnements qui sont liés à l'organisation, on le voit dans ce paradoxe organisationnel, ce qui fait que, à un certain moment, ça rentre en contradiction avec il y a des contradictions du moins qui vont se présenter par rapport à la nature du travail des cadres de santé. Donc, je le mettrai plus dans le type de paradoxe organisationnel. Merci. Il reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, à l'écrire également. Nos techniciens, nos questions sont prêtes à les recevoir. Donc, n'hésitez surtout pas. En tout cas, Adama, il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Tu auras l'occasion d'en prendre connaissance, mais beaucoup de beaux commentaires. Les gens ont apprécié la présentation et les gens échangeaient également entre eux. Donc, ça a soulevé assurément des questionnements aujourd'hui. J'aurais une question, c'est possible? Oui, M. Chenevert, allez-y. Adama, je t'écoute depuis le début avec l'idée d'ouvrir des rencontres de discussion sur ces fameux paradoxes. Pour toi, dans quelle mesure la notion de sécurité psychologique est centrale à l'efficacité de ces rencontres qui permet aux gens de discuter de ces fameux paradoxes? En quoi la notion de sécurité psychologique au sein des équipes de travail est essentielle à l'efficacité de ces rencontres éventuelles? Je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper important à mobiliser. Par exemple, au début, avant de partir sur les paradoxes, j'avais commencé déjà à réfléchir sur tout ce qui porte sur le capital psychologique. Parce qu'au début, je me suis dit, mais il y a énormément d'études qui mettent en évidence les stress des cadres de santé. Et je me suis dit, en regardant tout ce qui se passe au niveau du capital psychologique, je me suis dit, peut-être ce serait intéressant d'orienter l'étude. Après, c'est un projet qui n'est pas tombé à l'eau parce que je vais retourner sur le terrain pour essayer de creuser ça.
Et je pense que la sécurité psychologique, ça peut être un élément pertinent qu'on pourrait éventuellement mobiliser pour arriver à faire face à ces paradoxes. Et ce qui est dommageable dans ce secteur, c'est qu'ils ont énormément de dispositifs, dont la sécurité psychologique, parce que quand on met en place des espaces de discussion, quand on met en place des espaces cloisonnés pour échanger sur les différentes contradictions qui relèvent de notre travail, c'est dommageable que la plupart du temps, c'est juste une forme de défouloir et ils passent à côté de l'enjeu fondamental qui est les contradictions liées au travail. Et je pense que ça peut être un concept pertinent qu'on pourrait éventuellement mobiliser dans le cadre de notre étude. C'est pour cela que pour une autre étude que je vais bientôt commencer, par exemple, je vais plutôt essayer de creuser au niveau du capital psychologique, parce que mine de rien, j'ai vu qu'ils arrivent quand même à créer une certaine sécurité psychologique. Tout à l'heure, par exemple, je donnais l'exemple du cadre de santé qui me dit, bah, quand je rentre dans une salle d'opération, c'est mon havre de paix. Là, je me sens vivant. Là, je sens que, voilà, là, je sens que je suis dans mon élément. Et je pense que voilà, ce serait hyper pertinent de réfléchir par rapport à ce dispositif. Merci beaucoup. De Julie Savage-Fournier maintenant, est-ce que la cohérence de l'organisation est liée uniquement à la maturité ou est-ce possible de compenser avec de l'agilité? Est-ce que la cohérence de l'organisation est liée uniquement à la maturité ou est-ce possible de compenser avec de l'agilité? Excellente question. Bah, je dirais les deux, mais tout à l'heure, pourquoi je parlais aussi de la maturité? Parce que actuellement, je vous donne un exemple. Il suffit juste d'aller sur LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn, maintenant, ça fait peur parce qu'on a l'impression que tout le monde est spécialiste en santé au travail. Tout le monde est devenu coach, tout le monde est spécialiste sur tout ce qui porte sur la qualité de vie au travail. C'est pour cela que je faisais référence à la maturité organisationnelle en disant, avant de vouloir mettre en évidence un quelconque dispositif, peut-être ce serait judicieux de se poser une question toute simple. Est-ce qu'il y a tous les ingrédients favorables pour une construction de la santé au travail dans mon organisation? Si vous voyez que tous les ingrédients ne sont pas réunis, peut-être ce serait pas mal de travailler d'abord à réunir ces ingrédients avant de passer à autre chose. Après, il y a aussi la question liée aussi à l'agilité. Je pense que c'est quelque chose qui fait écho, qui fait résonance à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il faut être agile, il faut avoir cette capacité à être résilient, il faut avoir cette capacité à s'adapter, à encaisser des coups, il faut avoir aussi cette capacité à essayer d'être optimiste, à mobiliser, à avoir ce qu'on appelle un fort capital psychologique. Donc, je suis tout à fait d'accord sur ces deux options. On peut parler de maturité, mais aussi l'agilité, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, surtout en ces temps difficiles où toute forme d'agilité serait la bienvenue. Absolument. Merci, Adama. On a Michel Vizina qui a une main levée, donc je vous réactive votre micro pour pouvoir poser votre question directement. Ça ne devrait pas être très long. Allez-y, M. Vizina, votre micro est ouvert. Désolé, c'est la même question que tantôt, mais je pense qu'elle était... Est-ce que vous m'entendez? C'est la même question que tantôt, c'est que le paradoxe, c'est les injonctions paradoxales aussi. Et je vais surtout faire référence à ça, l'analyse de la position du gestionnaire. Je sais bien que c'est un paradoxe organisationnel, mais comment on y fait face et comment les gens chez vous, dans votre enquête, en ont fait face. Je fais face au paradoxe d'une part, prenez soin de vous, ayez une relation humaine aimante avec votre personnel, d'une part, et d'autre part, réduisez les absences, puis fonctionnez en sous-effectif parce qu'on a une pénurie d'effectifs. OK? Comment être gentil en insuffisance de ressources? C'est une autre façon de le dire.
Merci, M. Vizina. Est-ce qu'Adama voulait rajouter Oui. quelque chose? Oui, par exemple, on voit fréquemment le dilemme. On voit fréquemment le dilemme où, à un certain moment, les gens sont obligés de faire un choix en se disant que bah, je vais essayer de me focaliser, par exemple, sur un pôle de l'attention et de laisser de côté l'autre pôle. C'est pour cela que j'ai insisté sur les modes défensifs parce que malheureusement, bah, nous tous, nous le vivons au quotidien. Hein. Chaque fois qu'on est confronté à des paradoxes, on a toujours cette façon d'activer automatiquement les modes défensifs et après, éventuellement, réfléchir sur des stratégies. Et je me dis, c'est dommageable voilà, de s'arrêter que sur ces modes défensifs parce que quand on prend un paradoxe en l'espèce, on a toujours cette sorte de dynamique. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être traiter dans le temps. C'est quelque chose aussi peut-être qui va demander en certains moments d'avoir certaines capacités, certaines compétences pour arriver à en faire face. Merci. Une dernière question avant la fin de Miguel Esmeral. Avez-vous considéré, à travers votre étude, les cadres de services de support comme génie biomédical et services techniques? Je les avais, je pense que c'était c'était où? Ouais, c'était à Bretonneau. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau de synthèse, par exemple, parce que j'avais 64 services, vous voyez, 64 services, c'est énorme. Donc là, je suis parti sur ces cinq unités. Et dans l'hôpital Bretonneau, par exemple, j'avais des cadres qui exerçaient là-dessus. Donc, ce qui m'a permis aussi en même temps aussi d'arriver à faire une étude comparative et de voir dans chaque pôle, par exemple, quelles sont les configurations auxquelles, et c'est ça qui était hyper intéressant aussi, même s'ils appartenaient tous au CHU de Tours, on voyait que dans chaque pôle, quand même, on avait une configuration différente au niveau des paradoxes. On avait aussi une stratégie aussi de gestion différente au niveau aussi des paradoxes. Parce que pour certains, on commençait à avoir aussi, pour certains, par exemple, on avait une sorte de myopie, ce qu'on appelle la myopie organisationnelle. Il y en a pour certains, ils ne voulaient pas du tout parler de paradoxe, alors que c'était quelque chose qui est là, qui était visible, mais il y avait une totale myopie organisationnelle. Il y en a d'autres, dès le début, bah, ils vous disent que voilà, on connaît le paradoxe, il est là. Mais avec le temps, on est arrivé à trouver des subterfuges pour arriver à faire face à ce paradoxe, parce que ça ne sert à rien de le fuir. Par contre, pourquoi ne pas s'appuyer sur une approche féconde, entre guillemets, pour nous permettre voilà, de s'en sortir. Mais tout à fait, je vais interroger des personnes là-dessus. Merci beaucoup, Adama Niaï, maître de conférence en sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises de Tours, en France. Une présentation pertinente et la preuve, il y a des questions et le chat est rempli également de commentaires. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Également, merci beaucoup à Denis Chenevert de nous avoir permis d'avoir M. Niaï avec nous aujourd'hui en conférence. Ce n'est pas terminé. Moi, je vous invite déjà le 12 novembre, donc dans quelques jours, pour une conférence virtuelle spéciale en collaboration avec le CEPSEM, ayant pour titre « Contribution du tiers secteur à la prestation de soins et de services de santé, les apprentissages de l'Italie du Nord », avec invités spéciaux, entrevue avec M. Giuseppe Guerrieni, président de la CECOP SICOPA Europe de Bergame en Italie, et par Michel Saint-Cyr de l'Espace de la Traversée et CEPSEM. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Allez vous inscrire sur notre site web polesanté.hec.ca. Tous les détails y sont. C'est le 12 novembre et ça se passe de 8h à 9h30 en matinée. Donc, ce n'est pas le midi. Mettez ça à votre agenda, c'est important. Et je vous donne rendez-vous pour des prochains séminaires. Sur LinkedIn également, du contenu exclusif, ne manquez pas là-dessus. Et si vous avez manqué des bouts aujourd'hui, vous avez envie de revoir la présentation, ça se passe sur YouTube. Donc, merci beaucoup d'avoir été nombreux aujourd'hui avec nous et on vous souhaite un très bel automne et une belle saison. À bientôt. Merci. Adama. Merci, Adama, pour ta conférence. Il y a eu beaucoup d'interrogations, si je comprends bien. Donc, tu pourras lire l'ensemble des commentaires sur le chat. Ça va peut-être t'amener à pouvoir, je dirais, programmer d'autres interventions de recherche éventuelles. Donc, je pense qu'il y a matière à apporter beaucoup de réflexion et
gardons contact pour la suite. Nous, on lance un vaste projet sur les cadres de premier niveau en santé prochainement. Donc, je pourrais te voir un peu comment ça pourrait alimenter ta réflexion. J'aimerais aussi demander si éventuellement il y a des articles ou des documents complémentaires sur ce sujet-là, de ne pas hésiter à nous les envoyer. Je pense qu'il y a un fort intérêt. On pourrait les rendre disponibles ou du moins donner la référence sur notre site Internet à côté du séminaire et de la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup.